Good Morning Business. Le débat. Alors, on n'a plus le droit de dire quoi qu'il en coûte, donc on a baptisé ça avec Thomas Asportas le budget bouclier. Budget bouclier, oui, c'est pas mal. C'est pas mal, et c'est vrai qu'on va quand même rester à des niveaux de déficit assez importants, 5%. Et la question qu'on se posait ce matin avec Laure, au petit matin, on se disait, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Alors, j'aime bien la question, parce qu'effectivement, je vais vous répondre qu'on aurait pu faire mieux. Mais le truc, c'est que je me demande si on fera pas pire. J'ai entendu le point marché d'Antoine Larigauderie, c'est un drôle de début de semaine. Ouais. On ne maîtrise pas tous ces éléments dont il est question, les prix de l'énergie, le niveau d'échange. Mais en fait, quand vous regardez comment les choses se dessinent, la croissance, elle va dépendre de la capacité de l'appareil productif à tourner normalement. Ouais. On ne sait pas si on va pouvoir tourner normalement. On voit les stocks de gaz, vous avez donné votre baromètre effectivement des conditions énergétiques, mais est-ce qu'on va pouvoir tourner, est-ce qu'on produire? Parce que tous les chefs d'entreprise que je rencontre, ce ne sont pas les éléments habituels d'observation et d'anticipation macroéco qui regardent. C'est est-ce que je vais avoir des coupures de courant? Et tous disent, mais une coupure de courant, dans l'heure qui suit, c'est de la perte sèche. Donc là, les prévisions de croissance, et d'ailleurs Pierre Moscovici, dans l'opinion, dit quand même qu'il considère qu'elles sont beaucoup trop optimistes. Après, vous regardez la dépense de l'État, elle prend 21 milliards d'euros, tout ça hors crise, et même si vous retirez l'inflation, ça augmente de 0,7% pour l'ensemble des dépenses du pays. C'est donc un chiffre qui est donné ce matin par Pierre Moscovici dans l'opinion, et on sait que la dette va coûter cher. Et sans doute plus cher que prévu. Alors maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Bien sûr qu'on peut faire autrement. Vous avez deux leviers pour faire autrement. Soit vous renoncez à des dépenses, pas de bouclier tarifaire. Le choc de pouvoir d'achat sera là au début de l'année, point barre, parce que c'est jamais qu'un contrôle des prix, le bouclier tarifaire. Ensuite, je désindexe les retraites. C'est déjà fait de désindexer les retraites. On n'est pas obligé. Autant le SMIC doit obligatoirement augmenter, mais les retraites, c'est un choix politique que l'on prend année après année. On pouvait décider de ne pas l'indexer sur l'inflation. Mais vous pouvez décider d'indexer qu'une partie. Ça s'est déjà vu. Hein. C'est comme ça qu'on a généralement baissé le taux de remplacement des retraités. C'est le meilleur moyen pour baisser les retraites sans que ça se voit. Vous savez, on aime bien, réformer sans que ça se voit. Après, je décide de baisser les dépenses publiques. Je peux par exemple modifier le crédit d'impôt recherche, qui quand même, d'après pas mal d'observateurs, n'est pas toujours hyper bien calibré, et il y a quelques effets d'aubaine qui seraient possibles à être corrigés. Vous avez vu que Gabriel Attal, il songe, il sera notre invité mercredi matin dans le et puis aussi, pour préserver mes dépenses, je décide qu'il y a des niches fiscales qui ne sont pas forcément très pertinentes, et je les coupe. C'est une hausse d'impôt quand vous coupez une niche fiscale. Et puis de l'autre côté, le deuxième élément, je préserve les recettes. Donc non, je n'indexe pas le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Et je demande aux contribuables de payer 6 milliards d'euros en plus d'impôts sur le revenu, parce que il n'y a pas eu l'indexation du barème. Et puis je renonce à baisser les impôts. La CVAE, mais c'est même pas en 2 ans, vous attendrez, mesdames et messieurs. Et là, effectivement, on ne serait pas à 5% de déficit. Mais je pense que l'enjeu, ce sera de ne pas les dépasser. Jean-Marc, on aurait dû faire tout ça, faire toutes ces coupes Dans les détails, je ne sais pas. Mais ce que je pense, c'est que quand on analyse la situation budgétaire, en général, on fait la distinction entre la situation conjoncturelle et la situation structurelle. Donc, si la croissance se dérobe, ça augmente le déficit conjoncturel. Les engagements que nous avons pris vis-à-vis notamment des autorités de Bruxelles, par les traités que nous avons signés, on oublie ça, mais on signe des traités, comme disait Madame Thatcher. La différence qu'il y a entre les Français et les Anglais, c'est que les Français contestent, et puis après ils signent, mais ils ne respectent pas. Les Anglais contestent, ils obtiennent des améliorations, et une fois qu'ils ont signé, ils appliquent. Et donc du coup, là, sur le déficit structurel, on est plutôt bon élève ou pas? Mais sur le déficit structurel, on est à 5% de déficit structurel. C'est trop. C'est trop, et l'engagement que l'on prend dans les traités, c'est de le réduire de 0,5% par an. Là, la réduction est annoncée entre 0,2 et 0,3% cette année. Donc on ne respecte pas sur le structurel. On ne respecte pas les engagements que l'on prend. Alors effectivement, on peut dire, écoutez, mais la croissance, l'incertitude, mais c'est prévu par les traités. Donc moi, je pense que le véritable enjeu, c'est de respecter les traités. Et dans une période où effectivement on se pose des questions sur l'avenir de la zone euro, les taux d'intérêt sont à plus de 4% maintenant en Italie, on ne sait pas très bien comment la Banque centrale va se comporter, il y a des gens qui commencent à dire on va au-devant d'une crise en Italie qui sera du même type que celle de la Grèce. Donc la question que l'on se pose, c'est est-ce que la France, qui est un des piliers, va être à la même de répondre positivement en disant moi je respecte les traités, je demande à ce que tout le monde respecte les traités. Ce n'est pas le cas, et donc je pense que, alors indépendamment des pistes, Nicolas a raison, il y a tout un tas de pistes possibles. Je pense qu'un des enjeux est un des enjeux maintenant strictement d'avenir de la construction européenne, et qu'une nouvelle fois j'appelle les parlementaires à ne pas voter ce budget. Sauf que cette fois-ci ça va être respecté, parce que je pense que cette fois-ci il y aura une majorité pour voter contre le budget et pas pour les bonnes raisons. On verra comment sur le plan politique les gens vont s'en sortir. Vous voyez qu'il y a encore un doute sur le 49.3, Gabriel Attal. Non, pas de doute sur le fait qu'il soit mis. Oui. Moi je
je pense que c'est toujours été ma thèse qu'à un moment donné, il peut tomber le gouvernement sur un 49.3. Ah oui, 49.3, c'est pas une baguette magique, on est d'accord. Y compris sur le budget, je pense. Ah, mais moi, j'ai toujours, depuis juin, je dis ça. Oui. Rendez-vous au budget. Rendez-vous au 49.3. Dans la situation, exactement. Avec le type de budget qui est présenté, il y a une sorte de légitimité d'un certain nombre de gens à dire, mais dans ces conditions, moi, je vote la censure. Après, certains pensent que le 49.3, ce sera le levier politique pour dissoudre après. Oui, après, c'est ça. Mais là, on sort de notre champ éco, on fait de la politique, ça nous intéresse aussi.